Hey. Je savais pas si... Non, non, mais... Dans l'image, on voit le... Le rideau qui bouge. Oui, oui, mais oui. c'est une belle manière. C'est une belle façon d'expliquer qu'il fait chaud. C'est pour ça que. Mais il pleut. Good news pour les feux de forêt. Exactement. Ou bad news pour les feux de forêt, mais good news pour ceux qui veulent pas que les choses brûlent. Oui. Tout est une question de perspective. On peut dire ça. Oui, non, mais il fait chaud. Du coup, on a retrouvé l'été. Pas aussi chaud à mon avis qu'à Yaoundé, à mon avis. Non. Mais il fait chaud. On n'est pas tout seul dans cette deuxième partie, Mélo. Yeah. Tu sais, on est avec Louise Archichic, que vous connaissez peut-être sur Instagram, qu'on va vous inviter à aller suivre. Salut Louise. Salut à vous deux, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va bien, c'est vendredi. Et toi? Oui, moi ça va super bien. À Montréal, il fait très chaud aussi. Il y a des vagues de chaleur partout. C'est ça. On vient de débuter le mois de juin, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle, j'en avais vraiment marre de l'hiver là. Ouais. J'en ai marre de tous les hivers. C'est mon 9e hiver. Est-ce que, parce que tu sais, nous en Nouvelle-Écosse, à chaque fois qu'on se plaint un petit peu de la durée de l'hiver, les gens nous disent « Ah ouais, mais t'as pas encore connu le Québec. Hein. » Tu sais, vous, genre le Québec, c'est l'exemple de... Yeah. T'as pas le droit de te plaindre si t'as pas vécu le Québec. C'est en gros, là. Est-ce que t'es d'accord avec ça, moi, Louise? je peux me plaindre, c'est correct. Exact. toi, c'est légitime, là. Okay, Valentin, ça compte pas. Il y a Alt qui confirme... Ça, c'est nul, hein, c'est vraiment pas sympa de faire ça. Moi, la Nouvelle-Écosse, j'ai le droit de m'y plaindre. Hein, je vous emmerde. mais j'étais par chez vous, là, il y a une semaine. Ouais. J'ai adoré la Nouvelle-Écosse. Franchement, nice. J'ai fait une journée à Halifax. Et sinon, j'ai fait Peggy's Cove, Lunenburg, la première journée. Et ensuite, je suis allée de l'autre côté, donc à Wolfville, la baie de Fundy, c'est ça. Ouais. Annapolis aussi. Ouais. Donc j'ai un peu visité tout le coin, j'ai adoré. Surtout la Nouvelle-Écosse est quand même assez fière de son passé acadien. Je le mets beaucoup en avant, donc j'ai appris plein de choses, j'étais super contente. Cool, t'es dans une émission un petit peu acadienne quand même, pas mal. C'est un peu pour ça qu'on a lancé ça. Ça faisait aussi partie de ça, de la francophonie en milieu minoritaire et puis la francophonie internationale, comment les deux y communiquent. Donc ouais, non, t'es tombé au bon endroit si tu veux parler de ça. Est-ce que, avant d'aller plus loin, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Qui es-tu, Louise? Oh là là, quelle question difficile. Donc moi, mon prénom, donc c'est Louise. Mon nom de famille, ce n'est pas Misako comme vous pouvez le voir sur mon Instagram. C'est Mazorik. Voilà, je donne mon vrai nom. Je suis. Ouais. J'ai choisi Misako en fait parce que c'est mon prénom japonais que mes parents ont choisi parce que je suis née au Japon, bien que je sois française. Voilà, donc quand j'avais à peu près 3 ans, mes parents ont décidé de déménager puis de retourner en France. Et j'ai grandi à Grenoble. Ensuite, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie en études d'architecture à Rouen, en Normandie. Okay. Et ensuite, quand j'ai fini ce qu'on appelle la licence en France, mais le bac ici au Canada, j'ai poursuivi ma maîtrise au Québec. Et j'ai pas fait une maîtrise en architecture, j'en ai fait 2 en fait. Une maîtrise en sciences et une autre en archi. Ouais, j'aime ça me rendre la vie compliquée. Vivre au Québec, c'est compliqué déjà. Donc Voilà, ouais, très compliqué. Et une fois que j'ai terminé mes études, j'ai déménagé à Montréal pour travailler dans le bureau où je travaille depuis 5 ans, qui est le plus célèbre au Québec et au Canada francophone. Okay. Donc depuis 5 ans, j'ai la chance de travailler sur des projets merveilleux d'envergure, comme par exemple le REM. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'ai déjà entendu le nom, c'est quoi? C'est la plus longue ligne de train au Canada qui va relier le nord au sud le REM. de Montréal. Les 2 rives, en fait, en traversant l'île. Il va y avoir aussi un tronçon qui va aller à l'aéroport. Donc, c'est vraiment le plus gros projet du Québec. Là. Il y avait pour presque 7 milliards de budget. Là. Je ne sais pas si j'espère ne pas me tromper. Mais non, c'était vraiment très gros. Fait que ça a été un honneur pour moi d'être un de mes tout premiers projets. Là. Je suis même allée sur le chantier. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais à Miss Canada il y a 2 semaines. Et le chantier sur lequel j'ai travaillé était comme en face de l'hôtel. Nice! T'avais tes 2 casquettes. Enfin, t'avais ta couronne et ton casque, c'est ça? Dans ta chambre? Voilà, ouais, c'est ça. Alors, le REM, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est d'accord qu'on est sur un projet qui est quand même à des fins écologiques aussi, de transport en commun. Toi,
quand tu travailles en architecture, parce qu'il y a aussi beaucoup d'interrogations des gens. C'est quoi un architecte ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi sa fonction, en fait, un architecte ? Un architecte, c'est bien que vous posiez la question parce que des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait et ne comprennent pas aussi les responsabilités qu'on peut avoir. On est une profession un peu, malmenée. En fait, on vous imagine en train de faire des maquettes, puis lever un drap sur une maquette, et il y a des gens qui applaudissent, et voilà. C'est vraiment 1% de ce qu'on fait, et même, je crois, une maquette, j'en ai pas fait depuis mes études, pour vous dire. Ah, déception. Non, mais c'est bien qu'on puisse parler de ça, parce que ça, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, et je vais faire la petite militante, là, mais... on est aussi pas très bien payé pour le travail qu'on fournit. Par exemple, les ingénieurs sont mieux payés que nous. Pourtant, vis-à-vis du client, quand on remet un projet, c'est nous qui avons la responsabilité finale. Je veux dire, si un jour il y a un feu, en ce moment à Montréal, il y a eu un feu la semaine dernière, le bâtiment d'Héritage Montréal a brûlé. Je veux dire, si le client se retourne contre les concepteurs, même si c'est l'ingénieur qui a pu faire une erreur, si l'architecte avait la responsabilité de comparer les plans, le plan d'architecture, le plan de mécanique, le plan de plomberie, le plan de whatever, où il y a eu une erreur, ça nous retombe dessus, en fait, parce que c'était nous qui étions responsables de coordonner tout le monde. Tout ça pour dire que c'est quand même, pas bien pour nous qu'on ne pas être reconnu parce qu'on est moins bien payé que d'autres professions. Est-ce que on fait comme un métier plus important. Est-ce que ton chum, il est ingénieur et que c'est pour ça que tu te plains de ça ou pas ? Non, mon chum, il est architecte aussi. D'ailleurs, pour la petite histoire, il travaille pour le président de l'Ordre des architectes. Et ce nouveau président de l'Ordre des architectes du Québec est en train de faire voter une loi pour qu'on soit mieux payé, pour que nos honoraires soient plus élevés. Donc ça, c'est en train de se faire. Mais nos honoraires vont quand même être en dessous toujours de d'autres professions. Voilà, intéressant. Donc le combat n'est pas fini. Intéressant. C'est quoi la journée type d'un architecte ? Je te dirais qu'il y en a pas, parce que un architecte, il y a plein d'architectes. En fait, il n'y a pas un architecte, il peut y en avoir 100. Ça dépend les projets sur lesquels on travaille. Il y a des architectes qui font que des maisons. Moi, je fais des super gros projets, donc ça dure des années. Le plus long projet que j'ai fait, c'était 3 ans. Tu peux avoir un architecte qui fait que des hôpitaux, un architecte qui, au contraire, lui, il est juste consultant. Donc, il va développer une expertise, je ne sais pas moi, en accessibilité, en code du bâtiment. Donc, du coup, il va être sollicité par d'autres architectes pour faire juste une partie du projet. On va toujours l'appeler pour faire des analyses de code, par exemple. Donc, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de journée type d'un architecte parce qu'il n'y a pas d'architecte type. On fait plein de différents projets. Au fur et à mesure de notre carrière, je pense qu'à mesure qu'on avance, qu'on prend de l'expérience, chacun comprend où il est bon, où il est moins bon. Et en fonction de ses forces, il va aller vers, c'est ça, ce qu'il aime le plus faire. Donc, il peut y en avoir qui sont concepteurs, qui justement font tout le temps des maquettes. Dans mon bureau, on a justement un département où il y a des maquettes. On est un bureau qui travaille beaucoup en maquettes. Donc, c'est pas tous les architectes du bureau. C'est ça, mais c'est pas tous les architectes du bureau des 350. Tu as peut-être 10 personnes qui font des maquettes pour les 350. OK. Intéressant. Et justement, là, nous, un de nos sujets principaux aussi dans l'émission, c'est le changement climatique. Est-ce que toi, tu vois un changement aussi, parce qu'on sait que le métier du bâtiment, mais aussi la question du chauffage, de l'énergie et de l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est au centre et au cœur de la transition écologique qu'on doit tous faire autour de la planète. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui impacte ton métier maintenant et qui l'impactait peut-être moins bac 5 ans avant, peut-être? Je vous dirais que depuis que j'ai commencé mes études en 2010, on en parle. Donc, c'est quand même une bonne chose. Moi, j'ai toujours étudié en ayant conscience de ça. Et maintenant que je travaille, j'ai encore plus conscience de ça. Mais je vous dirais que pour les générations qui ont diplômé un peu avant moi, eux, on leur en a moins parlé, donc c'est peut-être plus difficile de changer leur mentalité, mais ça vient avec le temps. Je veux dire, j'ai vu une progression, là, ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie maintenant, et j'ai vu un changement. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en France, on était beaucoup plus avancé sur ces questions-là que malheureusement au Québec ou au Canada,
ou bien que pendant mes études, j'ai justement fait des concentrations, des ateliers où on mettait ça beaucoup en avant. Ma recherche, ma deuxième maîtrise, ça portait là-dessus, mais c'était quand même beaucoup moins avancé qu'en Europe, malheureusement. Okay. Mais c'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent. Good. Vraiment, au moins, là, ouais. Vraiment intéressant. Et justement, l'architecture, c'est une partie de ta vie, mais tu as pas mal d'autres projets en cours, notamment, on parlait des concours de beauté. Est-ce qu'un job, ça suffit pas? Non, jamais. C'est Valentin qui dit ça, qui fait 45 projets en même temps. Mais bon, OK. Je pense qu'on doit être un peu pareil, Valentin. Moi, quand je fais une seule chose, je m'ennuie. J'aime ça être partout. Être partout, c'est plus comme Mélo, ça. C'est toi qui es partout, là. Malgré moi, là, mais oui. Ah ouais, toi, c'est malgré toi. Moi, c'est parce que je dis oui à tout. Veux-tu faire ça? OK. Et Louise, justement, toi, t'es aussi dans... tu t'es lancée dans les concours de beauté, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Okay. Seulement 2 ans. Et à quel moment on décide de se lancer là-dedans? En fait, c'est vraiment une très très bonne question. J'ai toujours voulu faire ça. Depuis que je suis petite, ça me faisait rêver, etc. Moi, j'ai toujours eu un côté très girly, mais en même temps, j'avais envie de porter la voix des femmes. J'avais envie de montrer qu'on peut avoir confiance en soi sur une scène, qu'on peut parler de choses qui nous tiennent à cœur. J'ai toujours été attirée en fait par cet univers-là. Puis l'idée de aussi rencontrer des personnes qui viennent de soit partout au Canada ou partout dans le monde à un endroit, je trouvais ça formidable. Je veux dire, et d'ailleurs, je le pense toujours maintenant que j'ai vécu l'expérience aussi. Tout ça pour dire que ça m'a toujours fait rêver. Cependant, en France, ce qu'il faut savoir, c'est que les concours, ils étaient jusqu'à il y a quelques années très restrictifs. On n'autorisait pas les femmes de moins d'1m70 à participer. Et aussi, les critères d'âge, c'était comme de 18 à 24 ans. Donc, moi, déjà, j'étais trop petite. Mais quand les règles ont commencé à s'assouplir, j'étais déjà trop vieille. De toute façon, j'étais rendue au Canada. Donc, au Canada, j'ai vu que finalement, les critères, ils étaient à l'image du pays, c'est-à-dire beaucoup plus inclusifs et ouverts. Il n'y avait pas de critères de taille, les critères d'âge étaient bien plus comme ouverts. Okay. Cependant, ce qu'on demandait, c'était d'être minimum résidente permanente ou citoyenne. Et moi, ça m'a pris 7 ans pour avoir ma résidence permanente au Canada, de par le fait que j'ai fait des longues études et qu'il y a eu la pandémie en plein milieu aussi. Donc, c'est seulement quand j'ai eu 28 ans que j'ai pu enfin réaliser ce petit rêve d'enfant que j'avais gardé dans un coin de ma tête. J'ai reçu ma résidence permanente. Puis le lendemain, j'ai appliqué à mon premier concours. Et tout naturellement, on porte toujours des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, j'ai développé ma plateforme Face of Immigrant pour, en tout cas, défendre les immigrants qui attendaient encore. Même si moi, mon cas était entre guillemets réglé, il y avait encore plein de monde qui attendait. Fait que je me suis dit, je vais continuer à me battre pour eux. Yeah. Pour un peu démystifier les concours de beauté, comme tu dis, ça va dépendre aussi du pays et certainement du concours lui-même. Mais t'es rentré dans un trou noir des concours de beauté à un moment, oui, c'est il y a ça. 6 mois. Non, mais même il y a 1 an. En fait, c'est là que j'avais rencontré Mylène, qui est la raison pour laquelle on est en contact et on se parle maintenant. Mais Mylène qui, sur le coup, je vais faire partie d'un concours de beauté. Je me dis, OK, whatever, sure. Comme, tu sais, j'avais un peu l'idée juste vraiment un stéréotype on met des femmes sur une scène et on les juge pour leur corps. Tu sais, c'est à peu près ça. Puis là, évidemment, je fais une entrevue. On a fait une très longue entrevue. Et là, elle a commencé à me parler de sa plateforme parce que, c'est ça, j'aime un peu l'idée de genre, tu sais, Miss Congeniality, tous ces films-là où tu as un talent et là, tu le montres, tu chantes, tu danses, peu importe. Et là, elle dit, non, on fait pas ça. On apporte une cause qui nous tient à cœur. OK. Et là, elle commence à me parler de la violence sexuelle et tout. Et je suis là, wow, attends une minute, j'étais pas prête du tout. Là. Et c'est là où je trouve que c'était fascinant de justement démystifier ça, où ça va dépendre encore une fois de tous les concours. Ils sont tous différents. Mais de ton côté, est-ce que ça a été un peu une surprise de voir que justement c'était pas seulement à propos de tu dois être belle sur scène et ensuite on va te dire si tu gagnes ou non?
Moi, comme c'est un peu une passion là, de regarder ça depuis que je suis petite, j'étais déjà avertie. Je veux dire, je savais qu'il y avait les deux côtés en fait. Il y avait le côté oui glamour parce que c'est ça, on vend du rêve en fait, mais on vend du rêve parce que en arrière, on porte des causes qui nous tiennent à cœur. Puis c'est une vitrine en fait pour ces messages-là qu'on veut porter. Donc il y a vraiment les deux casquettes et moi, ça représente bien mes casquettes, en tout cas comment je me vois aussi. Cool. Et donc, ton projet Faces of Immigrants, donc le visage des immigrants, oui. Peux-tu nous en parler? Oui, dans le fond, comme j'ai attendu ma résidence permanente pendant près de 2 ans, en fait, durant le chemin, en plus, c'était pendant la pandémie, donc on n'avait pas de moyen de se rassembler physiquement. Donc, il y avait beaucoup de groupes Facebook qui prenaient le relais où les gens disaient « mais j'attends depuis… X temps, est-ce que c'est normal, etc. » Fait que je me suis rendu compte vraiment que j'étais pas seule, puis qu'il y avait des gens qui avaient même des histoires pires que les miennes. Donc tout ça, ça a fait ce chemin dans ma tête. Et le jour où j'ai reçu ma résidence permanente, puis que j'ai appliqué à mon premier concours, je me suis dit comment je peux utiliser ça, comment je peux maintenant que je peux réaliser mon rêve, comment est-ce que maintenant je peux redonner au suivant, comment je peux aider le monde, etc. Puis je me suis dit ces groupes-là où tout le monde partageait son témoignage devant des étrangers, finalement, pourquoi est-ce que je framerais pas ça en posant à chaque fois les mêmes questions aux gens, puis en montrant leur visage. Le but, c'est de montrer qu'en arrière d'un dossier d'immigration, qu'un agent d'immigration au Canada ou ailleurs dans le monde va regarder, des fois, je pense qu'ils sont tellement la routine, ils doivent peut-être oublier qu'ils sont en train de juger la vie, le futur d'une personne qui est comme elle, finalement. Ouais. Donc, c'était vraiment ça que je voulais montrer. C'est ça. En arrière des dossiers, c'est des humains. Donc, j'avais créé un hashtag Beyond File, We Are Humans, parce que c'est ça qui est ça, en fait. Puis moi, pendant mon parcours, pendant 2 ans, je me disais, mais est-ce que on se rend compte que je suis là, que j'attends? Ouais. Mais non, mais vraiment. Non, mais parce que, je veux dire, au-delà de que je pouvais pas réaliser, c'est ça, mon rêve de faire des concours, avec mon fiancé, on a voulu acheter un appartement, par exemple. Puis, parce que j'attendais la résidence permanente, mon visa est arrivé à échéance. Puis là, pendant 6 mois, j'ai attendu le nouveau visa que je n'ai pas reçu, et que j'ai été comme on appelle, en statut implicite. J'ai pas pu retourner en France, voir ma famille durant l'été. Ça a été extrêmement difficile. Et surtout, on a voulu acheter, parce que les taux au Québec étaient plus bas. Donc voilà, on est un couple, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a envie de faire des projets. Et là, on s'est fait dire par la banque, non, pas de visa. C'est comme si vous n'étiez pas en statut légal. On ne peut pas vous prêter la somme que vous demandez. Et là, la claque dans la figure. Parce que moi, là, j'ai eu 2 maîtrises ici au Québec, au Canada. Je payais mes impôts, je travaillais à l'époque pour un projet fédéral, le plus gros complexe fédéral du Canada. Je travaillais pour ce projet-là, où justement il y a Service Canada qui va se mettre dedans. Et que j'étais en mode, mais c'est pas possible, ils se moquent de moi. Tu vas aller les voir, bonjour. Je comprends carrément. Et quand on pense aux gens qui... Enfin, tu vois, il y a des gens qui fuient la guerre aussi, tu vois, qui ont des conditions de vie vraiment liées à leur dossier, comme tu l'as décrit. Comment tu rencontres justement les personnes que tu mets en avant avec ton projet? Comment tu les rencontres et comment tu les trouves? Et c'est quoi un peu le processus derrière ça? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai créé ma plateforme, mais j'ai aussi été longtemps en contact avec une association au Québec qui s'appelle Le Québec, c'est nous aussi. Elle a été créée en 2019 quand justement il y a des dossiers qui avaient été jetés à la poubelle par le gouvernement. Donc ça avait fait énormément de bruit. Oui, je vous invite à aller voir ce qui s'est passé à l'époque. Donc ça a fait énormément de bruit et cette organisation, elle s'est créée à ce moment-là. Donc ces gens-là, j'ai été en contact avec eux parce que moi aussi j'attendais et ils faisaient beaucoup de choses. Donc ils m'ont beaucoup inspirée par leur engagement, par ce qu'ils faisaient. Ils faisaient beaucoup de manifestations, de marches. Donc, j'y suis allée quand la Covid s'apaisait, on va dire, et qu'on pouvait se rassembler. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens là. Donc, à chaque fois, je partageais mon projet. Je leur disais, voilà, moi, je fais ça. Ça me plairait de recueillir ton témoignage. Et grâce à ça, j'ai par exemple pu avoir
le témoignage d'une personne qui s'appelle Derrick et qui est donc un réfugié du Burundi. Je vous invite à aller lire son histoire dans le compte Instagram Face of Immigrants. Quand j'ai lu son témoignage la première fois, j'ai pleuré honnêtement. Il est vraiment inspirant comme garçon là. Je veux dire, maintenant il est canadien, mais c'est fou son histoire. Fait que ça nous permet aussi de nous renvoyer à nous-mêmes, nos difficultés, de se dire bon, au final, c'est pas si pire. Oui. Donc c'est pour ça, moi je parle de mon histoire, mais j'essaie de pas me plaindre, puis j'essaie surtout de porter la voix des autres parce que comme je disais, il y a vraiment des histoires qui sont encore plus poignantes et qui doivent être partagées en fait. Je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir se soutenir puis aller de l'avant, on va dire. Absolument. Donc, je sais pas si ça répondait à la question. Oui. Je me demandais, au niveau des témoignages, est-ce que, comment je peux dire, parfois on a besoin d'avoir la confiance des gens pour qu'ils, justement, ils s'ouvrent, surtout quand c'est des histoires vraiment difficiles à entendre, mais donc à partager. Est-ce que tu trouves que les gens sont vraiment ouverts et ils veulent partager ça pour, justement, que quelqu'un les voie en tant qu'humain pendant qu'ils attendent que, c'est ça, un morceau de papier dise oui ou non? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là, justement, qu'il faut que tu leur expliques que toi, tu les vois en tant qu'humain et c'est ça le but? Ouais, c'est une excellente question. Souvent, j'ai eu des gens qui étaient vraiment très contents d'avoir enfin une plateforme pour exprimer ce qu'ils avaient ressenti. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être oubliés quand on attend si longtemps. Donc, moi, je m'intéressais à eux, puis je leur donnais l'opportunité de partager ça. Cependant, il y a eu des gens qui ont eu un peu peur, finalement, parce qu'ils ont tellement mal vécu leur immigration. Par, on va dire, pudeur, je ne raconterai pas ce que je sais, mais je me dis ça aurait tellement pu être partagé, mais finalement, je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont eu peur, en fait, qui se sont dit... si je partage ça publiquement, j'ai peur que ça nuise à mon dossier et que finalement, j'ai jamais ma résidence permanente. Donc, il y en a qui ont eu peur de partager. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Puis, faut juste accepter et respecter. Puis, il y a la crainte aussi parce que, voilà, on va pas se mentir, nous, on est blancs, on est dans des classes... éduqués, classe supérieure, classe moyenne, tu vois. Donc, il y a des gens qui fuient la guerre. Il y a des gens qui ont peut-être... le Canada, c'est peut-être leur dernière chance aussi. Oui. Et il y a aussi, non seulement ça pourrait affecter ou avoir la peur que ça affecte le dossier d'immigration, mais si tu dois retourner d'où tu viens et il y a ce témoignage, ça aussi, ça pourrait être dangereux. Donc, c'est à plusieurs niveaux que ça peut faire vraiment peur de le partager. Donc, Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool ce que tu fais. C'est marrant parce que j'ai eu des petits déboires avec l'immigration. J'ai été en statut implicite pendant un petit temps aussi. Bon, Valentin, je vais prendre ton témoignage. En plus, moi, je me casse, donc j'en ai rien à foutre de chier sur sur IRCC. J'avais même oublié le nom de ce site de l'enfer. IRCC, moi aussi, ça me fait remonter des choses maintenant que tu as dit le nom. J'ai une descente d'organes à chaque fois que je pense à ce site-là. Ça me gave. Mon Dieu, j'ai attendu des semaines. Et je suis pas à plaindre. Comme tu l'as dit, je suis pas à plaindre. Mais pas savoir où est-ce que tu existes d'un côté, ça c'est pas amusant. Oui. Mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, ça me fait toujours rire. Mais j'allais te poser une question sur le chemin Roxham. Peut-être que tu étais au courant de ce changement dans la migration, mais plutôt sur... Tu te dis, c'est un pays qui se développe, le Canada. On peut parler de l'Amérique du Nord, tu vois, mais du Canada. Et c'est-à-dire que tous les jours, il y a des articles sur le manque de main-d'œuvre. Là, on en est à faire travailler les gamins. Là, c'est savoir... Là, ça choque les gens qu'on mette une limite d'âge pour qu'il n'y ait pas des gamins de 12 ans qui se retrouvent derrière des friteuses. C'est un peu ce que tu avais dit l'autre fois, tu vois. Et tu te dis, pourquoi il n'y a pas plus d'investissement pour inviter des gens qui ont envie de venir. Ça, c'est vraiment... Donc je soutiens clairement ce que tu dis. Et respecter leur éducation aussi, parce qu'on a des gens hyper éduqués et qui pourraient servir à plein de choses dans la société et à qui on dit non, ton diplôme ou tes multiples diplômes ne valent rien. Donc, va délivrer des repas. Voilà, débrouille-toi. Est-ce que tu as rencontré des immigrants qui avaient aussi cette crainte-là que leur diplôme ne soit pas reconnu? Oui. J'ai rencontré plein de différents profils. C'est ça, il y a des gens qui étaient en processus pour faire reconnaître leur diplôme,
Donc là, on leur a demandé de faire des nouveaux cours. Donc, c'est quand même insultant, quand tu es allé au bout de ton processus dans ton pays, tu sais que tu as fait les choses bien, etc. Puis là, on te demande de refaire. Enfin, même moi, j'ai un peu été confrontée à ça au final, parce que quand je suis arrivée en 2014 pour faire ma maîtrise, on m'a dit ton baccalauréat, tu n'avais pas d'assez bonnes notes là et là. On va te demander de refaire une année de mise à niveau. Oh my God. Et au final, j'ai fait une session, puis là, la direction a changé. Puis là, le nouveau directeur, il comprenait pas pourquoi on m'avait demandé de faire une année de mise à niveau. J'étais comme, attends, tu veux dire que là, j'ai payé une session puis que je perds mon temps pour rien? Ouais, vraiment. Bref, finalement, j'ai tourné ça en positif. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même faire les cours. C'est bien, c'est des bonnes connaissances. Il m'a promis que ça compterait plus, que je suis officiellement intégrée en maîtrise. Puis finalement, un de mes cours, j'ai rencontré mes profs, mes futurs directeurs de recherche pour ma maîtrise scientifique. Donc, bref, tout arrive pour une raison. Voilà, c'était positif. Mais à cette petite échelle-là, ça m'a fait quelque chose. Imaginons quelqu'un qui a comme 10 ans d'expérience dans son pays, qui arrive ici, puis on lui dit, tu dois tout refaire. C'est comme, non, je pense que c'est inaudible, en fait. Mais surtout qu'on a des gens formés qui arrivent, quoi. On a des gens formés qui arrivent. Le nombre de personnes dans les secteurs de la médecine que je connais en Nouvelle-Écosse, qui sont des immigrants, qui sont docteurs, épidémiologistes. On était en pleine pandémie, épidémiologistes, et à qui tu vois, qui ont fait un passage par la petite enfance parce que soi-disant, comme c'était des femmes, c'était logique d'aller s'occuper des enfants. Je sais pas où est le lien, mais bon. Enfin, tu vois, traditionnellement. Et qui, du coup, après, parce qu'ils étaient bilingues, du coup, font du service à la clientèle bilingue. C'est des épidémiologistes, tu vois. Donc, non, mais c'est hyper rare. Ah non, mais t'as comme tu dis, des gens qui ont 10 ans d'expérience. Je connais une psychologue qui a à peu près 10 ans d'expérience et on lui a dit, attends une minute, on va voir si tu peux travailler ici. Quand il y a genre un besoin intense de tous les secteurs de la santé, mais santé mentale, oui, s'il vous plaît, avec une expertise en jeunesse, oui, s'il vous plaît, et elle a eu une partie de ses reconnaissances parce qu'elle est allée, au plus haut qu'elle pouvait, puis finalement, ça a fonctionné, mais t'arrives en tant qu'expert, et tu veux t'intégrer, t'apprends à t'intégrer, tu découvres la culture. Oui, il y a aussi cette partie-là qui est évidemment un processus, mais tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais, t'es pas... Franchement, mais on traite vraiment les gens comme de la poubelle. C'est... Donc, merci pour le travail que tu fais. Louise, est-ce qu'il y a du manque de main-d'œuvre en tant qu'architecte? Est-ce que parmi des gens qui nous écoutent, peut-être des plus jeunes aussi, est-ce que c'est... Toi, maintenant que tu as du vécu en tant qu'architecte, est-ce que c'est un métier que tu recommandes? Et est-ce qu'il y a un besoin de main-d'œuvre dans l'avenir, selon toi? Est-ce que c'est un chemin qu'on peut commencer maintenant sans avoir de crainte pour l'avenir? Alors, je vous invite à regarder la skyline de Montréal. Vous allez voir une grue à tous les 20 ou 30 mètres. Donc, je pense que ça en dit long sur l'avenir de la construction au Québec. Je pense que oui, ça construit énormément. De toute façon, il y a plein d'immigrants qui viennent. Donc, au niveau même des projets résidentiels, ça construit énormément. Après, maintenant, il faut bien construire. C'est toujours ça. Mais oui, il y a de la job. Là, en ce moment, il y a peut-être une petite récession due à la hausse des taux d'intérêt. Bon, je ne suis pas spécialiste là-dedans, fait que je ne vais pas plus m'avancer, mais de toute façon, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, mais la courbe, elle va en montant, là, on le sait. Puis oui, on la ressent, la pénurie de main-d'œuvre chez les architectes un petit peu. Il y a de plus en plus de jeunes dans la profession, en fait, parce que les baby-boomers partent à la retraite. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de personnes avec moins d'expérience, ou mon expérience, c'est-à-dire 5 ans, la relève, qui est presque aussi nombreuse que les plus anciens. La régénération plus expérimentée, c'est ça. T'as eu un mot plus poli que moi. De quoi? T'as eu une expression plus polie, et c'est parce que non, les plus expérimentés, tu as raison. Mais en plus, j'imagine que oui. C'est juste que j'imagine. Peut-être dernière question sur l'architecture. Est-ce que c'est un métier qui évolue beaucoup aussi, ou est-ce qu'on reproduit des schémas depuis des années et des années? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que, par exemple, les manières de faire des architectes et dans le bâtiment, est-ce que c'est un secteur qui innove, qui avance, ou est-ce qu'on reproduit beaucoup?
Je pense que tu m'as posé la question la plus difficile à répondre pour un architecte. Je pense qu'on pourrait faire une conférence de une journée là-dessus. Je vais essayer de répondre. J'espère que mes confrères vont pas me taper sur les doigts. Mais en fait, je dirais s'il y a une bonne pratique à avoir, c'est qu'il faut arrêter de construire constamment du neuf, de détruire pour reconstruire. Je vais prendre justement l'exemple de la place du Portage 3 sur lequel j'ai travaillé donc, pendant 3 ans. C'est le plus gros complexe fédéral au Canada. Ce bâtiment-là, c'est une horreur. C'est à Gatineau, c'est un espèce d'énorme mur là, avec 2 tours de chaque côté. Il y a une autoroute qui passe en dessous, il y a un pont qui relie les deux. Fait que oh my God, ok. C'est en plein en face de la colline parlementaire. Et c'est quand tu prends le pont de Ottawa à Gatineau, c'est ça, tu passes entre les 2 tours. Enfin, okay. Ça a été fait dans les années 70, c'est horrible. Bref, ça, normalement, logiquement, tu rases, tu recommences. Sauf que on peut pas, parce que déjà, de 1, c'est patrimonial. Le Canada est un pays jeune, mais du coup, il fait ce qu'il peut avec, pour avoir du patrimoine. Puis, veut pas, comme disent les Québécois, c'est un bâtiment qui a été emblématique, qui est générationnel, donc on peut pas le détruire juste pour ça. Et ensuite, comme vous savez peut-être, les constructions neuves, notamment quand on fait en béton, c'est ce qui est le plus polluant. On fait venir du sable, je veux dire, c'est le pire du pire. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec ce bâtiment-là, c'est on a gardé le squelette, on a gardé toute la structure, puis on a refait l'enveloppe, on a refait les intérieurs, on a refait toute la mécanique, on a refait tous les systèmes à l'extérieur, le paysage, etc. Donc, le bâtiment, il va être LEED Gold et carbone zéro. Ça veut dire qu'il va produire autant qu'il dépense. Tout ça pour dire que, pour moi, ça, c'est la bonne pratique pour le futur. C'est-à-dire que quand tu as un bâtiment, t'as pas nécessairement, tu peux ne pas le détruire, on ne le détruit pas et on le refait à neuf, on le remet à neuf, on essaie de le rendre plus performant, mais tout en respectant l'histoire qu'il avait finalement. Donc, ça, on n'efface pas, juste on continue, puis on continue d'écrire l'histoire, en fait, je pense. C'est une évolution du bâtiment, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter de détruire. Il faut vraiment prendre ce qu'il y a, puis le prolonger, de continuer. Il faut accepter qu'un bâtiment... Pour moi, c'est ça l'avenir. Qu'un bâtiment ait plusieurs vies. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'avenir. Il faut arrêter de... J'espère que des promoteurs immobiliers vont m'entendre et pas me détester, mais il faut arrêter de vouloir détruire, faire des destructions de confort. Oui. Non, absolument. Parce que ton terrain, il va valoir plus d'argent si tu détruis le bâtiment puis que tu construis autre chose. Je pense non. Parce que si tu détruis, tu consommes de l'énergie, tu dépenses du CO2, etc. Donc, et en plus, si tu reconstruis par-dessus, c'est encore pire. Fait que prends le bâtiment tel qu'il est, puis conserve ce que tu peux conserver, puis fais quelque chose. Cool. Super intéressant. Cool. Moi, je pense que tu as bien répondu, en tout cas. Oui. Si tes confrères ne sont pas d'accord, tout bad. Très, très bien. Pour un début de conférence, c'est très bien. Qu'est-ce que je... Oui, tu m'as flagué un sujet qui, toi, te semblait important aussi, c'est le harcèlement scolaire. Tu m'as dit, si on a l'occasion d'en parler, ce serait cool. Tu m'as dit, toi, t'en as été victime étant plus jeune. Oui, on a un peu de personnes plus jeunes qui nous écoutent de temps en temps, donc ça... Comme je dis, c'est pas seulement une émission qui parle à des vieux comme nous. Ouais, à des vieux... Ouais. Non, mais oui. Calme, là. Non, pas des gens plus expérimentés. Comme c'est ça. Des gens plus expérimentés, c'est ça. Non, mais je veux dire que ça va peut-être les toucher directement puisqu'ils pourraient le vivre en ce moment. C'est ça que je voulais dire, comparé à nous qui ne sont plus à l'école. Exactement. Voilà. Ou peut-être que oui, exactement. Et donc, quelle est ton expérience par rapport à ça? Ouais, comme qu'est-ce que tu aimerais en partager, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, non, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que c'est, je crois, la première fois que je vais en parler publiquement, et je pensais que c'était le bon endroit pour ça. Je sais que vous avez reçu justement Mylène Thériault, que j'embrasse, qui était à Miss Canada avec moi. Elle nous a envoyé un message pour dire qu'elle était... On a reçu un message pour dire qu'elle était vraiment contente que tu passais sur l'émission. En passant. Donc, on lui fait un petit coucou aussi, là. Oui. Mais en tout cas, quand j'y parlais avec Mylène à Miss Canada, le premier soir, on s'est assises dans la chambre et puis on s'est dit, OK, c'est quoi notre rêve? Puis là, elle m'a partagé que son rêve, c'était d'être conférencière et que
ça l'aidait en fait d'aider les autres. Comme plus elle partageait son histoire, et plus ça l'aidait à guérir en fait. Et ça, moi, ça m'a fait comme un électrochoc. Parce que ça fait 15 ans que j'ai été victime de harcèlement scolaire et malheureusement, j'en parle pas, voire très peu. Fait que c'est vraiment la première fois là que j'en parle. Et je me dis, j'ai la chance, c'est ça, de pouvoir faire des concours, de pouvoir avoir suffisamment confiance en moi pour partager des choses. Je me dis, c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai jamais parlé et pourtant ça me touche, j'en ai été victime. Fait qu'il y a personne d'autre que moi qui peut être mieux placé, en tout cas, pour partager cette histoire-là. Donc voilà, je voulais faire passer un message comme quoi je remercie Mylène et que je suis d'accord avec elle que plus on aide les autres, plus ça nous aide en fait à surmonter un peu notre traumatisme en fait. Mais tout ça pour dire que oui, mon histoire, c'est que de mes 11 à mes 15 ans, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Donc quand j'étais au collège, puis au début du lycée à Grenoble. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était vraiment du harcèlement à l'école. Voilà. Puis quand je rentrais chez moi, là, j'étais en sécurité, même si en fait dans notre tête on est tout le temps harcelé parce qu'on ressasse. Donc, mais je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, c'est pour ça que je veux en parler, ça me tient à cœur. Je sais pas si j'aurais survécu, honnêtement, parce que là, ce à quoi ils sont confrontés les jeunes, c'est que ça s'arrête jamais. C'est ça. Ils sont harcelés constamment, que ce soit donc en vrai ou après ça quand ils retournent le soir chez eux sur leur téléphone, leur ordinateur. C'est comme ça, c'est sans fin. Et que là, j'ai entendu parler il y a quelques jours qu'il y a encore une jeune fille qui s'est suicidée. Elle s'est pendue dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, je crois qu'elle s'appelle Lindsay. J'ai été horrifiée d'entendre ça. Et le pire, c'est que ce que j'ai appris, c'est que ses parents le savaient. Ils l'écoutaient. Ils étaient allés voir la direction plusieurs fois et qu'ils savaient absolument rien changer. Si je compare avec ma propre histoire, moi, ma famille, ils n'ont pas été très ouverts, on va dire ça comme ça. J'ai encore de la difficulté à parler de ça avec eux aujourd'hui, puis certains sont même un peu dans le déni, en tout cas. Fait que, ouais, non, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que je pense que dans ma vie de tous les jours, ça crée en moi comme peut-être un blocage dans mes relations. C'est encore aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que Mylène, vraiment, elle m'a fait un électrochoc parce qu'elle m'a dit plus je parle, plus ça m'aide à guérir. Et je me dis, moi, j'ai toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête dans mes relations. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, ça y est, je suis rendue à quand j'avais 14 ans, ça y est, personne ne m'aime. Ouais, non, 100%. Tu sais, ça peut vite rebasculer, tu vois, la confiance en soi que je me bâtis depuis 15 ans. Que s'il arrive quelque chose, vite partir en miettes. Je pense que facilement, on va non seulement banaliser l'harcèlement. Il y a quelqu'un qui n'était pas gentil. Il y a plein de gens qui sont pas gentils dans le monde. Deal with it, tu sais. Puis aussi l'effet, justement, que ça peut avoir quand ça dure. J'ai eu un moment difficile il y a quelques mois. Il y a un moment où je me suis dit, je me suis pas sentie comme ça. Sauf quand j'ai voulu quitter la Nouvelle-Écosse forever, puis, tu sais, juste disparaître, là, tu sais, genre, bye, je déteste tout le monde, j'en peux plus. Et tu sais, j'étais genre, wow, tu sais, j'ai pas eu ce sentiment depuis que je suis une adolescente. Je veux pas ce sentiment. Non, merci, être un adolescent, c'est pas amusant. Mais tu sais, c'était comme, oh my God, comme pourquoi est-ce que ça s'est resté avec moi aussi longtemps? Et genre, ça veut dire que ça fait partie de quelque part dans mon cerveau. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, banalisent ces sentiments de solitude ou d'être autre, d'être pas assez, d'être pas bon, d'être peu importe, et que ça va rester même si on pense pas que ça reste, si on veut pas l'accepter puis qu'on n'en parle pas. Donc c'est très important que tu en parles shout out à Mylène, je suis d'accord avec elle. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est ça, c'est comme dans une partie de notre cerveau, on peut pas l'effacer en fait, fait que si on n'en parle pas, c'est comme c'est toujours là sur le disque dur. Puis je pense que justement, si on met pas de mots sur ça, on guérit pas en fait. Fait que je vais essayer là de parler plus. C'est difficile pour moi, mais
peut-être que c'est ça la guérison, en fait. Oui. Mon prochain projet, mon prochain pageant, peut-être. Ouais. En tout cas, mais tout ça pour dire aussi que quand tu es jeune, c'est là où tu te construis aussi. Fait que si tu te construis mal, après ça, ça peut vraiment avoir des problèmes dans ta vie. En tout cas, moi, je sais que durant le début de ma vingtaine, ça a vraiment été compliqué. Et venir au Canada, en tout cas, ça m'a vraiment aidée. Puis ça, je tiens vraiment à le dire, parce qu'on a un pays où le jugement n'existe pas. Où, en fait, on te juge à partir du moment où on te connaît. On va pas te juger sans te connaître. C'est vraiment ça que j'apprécie. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ça que j'apprécie ici. Et c'est pour ça que dès le jour 1, je me suis sentie chez moi. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai réussi mes études aussi, parce que j'ai été encouragée par le corps enseignant. J'ai aimé la façon dont on enseigne, dont on est bienveillant. Tu sais, si tu travailles, on te le rend bien, etc. En France, j'ai l'impression que peu importe ce que tu travailles pas, on va toujours trouver quelque chose pour t'attaquer, en fait. Puis quand tu es fragile, comme moi j'étais au début de ma vingtaine, tu coules, en fait. Tu n'arrives pas à voir de futur clair. Et que non, je pense qu'au niveau de notre culture canadienne, on est vraiment très bienveillant, très tolérant. Puis ça, c'est super. D'ailleurs, on est le Pride Month. Oui. Et je voulais dire que quand j'ai été justement harcelée, j'ai même eu des remarques homophobes ou des insultes homophobes, alors que je me suis jamais considérée comme membre de la communauté LGBTQI+. Bref, je sais pas comment il faut le dire maintenant, mais tout ça pour dire que n'importe qui, en fait, peut recevoir cette haine, et ça peut vraiment comme être dramatique. Ah oui, donc, on va trouver toutes les façons de te rabaisser, et ça passe par les groupes minoritaires. Je pense que dès quelqu'un est différent, on va le pointer du doigt, parce que ça fait rire le monde, ça soude le groupe, c'est ça. Ouais. C'est comme moi, j'étais vraiment comme la personne sans amis, on va dire. Puis t'avais comme tout le groupe, toute la classe qui me tapait dessus, en fait, parce que eux, ça les faisait marrer, puis ça le faisait qu'ils s'entendaient bien. En fait, ils avaient tous un point commun. À y repenser, je me dis, mais... C'est marrant parce que y a Alt qui te souhaite... qui te remercie pour ton ouverture et qui te souhaite bonne force dans le chat. Merci Alt. Et qui disait les gauchistes sont tous fragiles, mais non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est parce que nous on accepte de c'est ça, d'assumer. Voilà. Après, je veux pas t'inclure dans ce que je viens de dire, parce que je sais pas de quel bord tu es, mais nous, on est une émission plutôt progressiste en général, et donc c'est vrai que la bienveillance fait partie de notre truc, tu vois, assumer ses faiblesses, et puis aussi essayer de revenir dessus, en parler, et puis du coup aider les autres. Absolument. Si on peut. Puis les aider à s'empowerer eux-mêmes, tu vois, c'est aussi par ça. Donc. Puis je pense que juste au niveau de ce que tu disais, que ça, comme si ça se passe maintenant pour un jeune à l'école, ça ne s'arrête jamais, parce que l'internet n'a pas d'heure de fermeture. Exact. Mais si jamais il y en a qui vivent des choses difficiles, qui nous écoutent, il y a aussi des communautés qui sont là pour aider. Il y a des groupes, il y a des numéros, on peut même texter maintenant certaines ressources. Donc, ayez pas peur ou honte de parler à quelqu'un si votre entourage n'est pas là pour vous. Yes. C'est vraiment plate, mais ça arrive, et ça fait partie de l'accepter aussi. Donc, je pense que c'est important que tu le soulignes aussi, que c'est ça, t'as pas eu le support dont tu aurais eu besoin. Et non, maintenant j'ai pas eu le support familial, mais j'ai eu du support à l'externe. En tout cas, j'ai su aller le chercher. J'ai eu la ressource pour ça, parce que autrement, je sais pas comment ça aurait pu finir là, pour être honnête. Mais oui, j'ai eu le support et tout. Justement, le personnel du collège était quand même assez ouvert pour ça. Donc du coup, il m'avait donné le numéro d'un service de psychologue indépendant. Ils étaient assez bienveillants pour te donner la ressource, mais pas pour aider la situation. Écoute, au moins ça m'a aidé, parce que pendant, je crois, 2 ans, je suis allée donc, en cachette, entre guillemets, voir cette personne-là qui, pendant 1 heure par semaine, m'a écoutée. Mais mine de rien, c'est peut-être anodin, mais ça m'a hyper aidée, parce que pendant 1 heure par semaine, au moins, je savais que j'avais un moment où j'étais pas jugée. Et
c'était vraiment le seul moment où je pouvais exprimer, mettre des mots sur ce qui se passait, sans forcément, après, je sais que les psychologues, ils te font faire des exercices ou quoi, mais je me souviens que vraiment, elle m'écoutait parler. Elle avait compris qu'il fallait juste m'écouter parler. C'est ça. Le reste du temps, je parlais pas, personne me parlait. Yeah. Enfin, tu sais, donc, c'était le seul moment où je pouvais comme m'exprimer. Puis l'autre chose, les souvenirs que j'en ai de ces séances-là, c'est que j'arrivais pas à regarder cette personne-là dans les yeux. J'étais tellement pas habituée à avoir des conversations que j'arrivais pas à la regarder dans les yeux. Je te crois. C'est fou ce que tu décris. Moi, j'ai eu une grosse. Enfin, putain, je l'ai jamais dit à personne. Bah non, mais c'est vrai. J'ai eu une grosse déprime dans ma vie, tu vois. Et mais c'est parce que je voulais rebondir sur un truc marrant avant d'enchaîner sur la dernière question parce qu'on arrive à la fin. C'est correct, des fois tu peux être sérieux, Valentin. Ouais, non, mais en gros, sérieusement. Non, mais oui, c'est ça. Mais j'ai eu une grosse déprime dans ma vie une fois et je me refusais. À ce moment-là, j'étais vraiment pas ouvert à toutes ces questions-là, tu vois. Et en gros, tu vois, j'acceptais pas que j'ai besoin d'aide. Enfin, tu vois, c'est aussi, il faut aussi l'accepter, tu vois. Classique. Et en fait, bah si, j'avais besoin d'aide, tu vois, j'avais besoin de voir un psy. Et je suis allé voir un psy une fois. Je me suis assis, il m'a rien dit. Il m'a regardé, j'ai pleuré pendant 1 heure. Yep. Et j'ai jamais réussi à parler, tu vois. À la fin, il m'a dit bon ça, c'est 60 €. Tu sais. Puis je me suis levé, je suis parti. Et en fait, j'ai jamais eu besoin. Et je suis revenu le voir une fois pour lui dire merci, tu sais. Mais non, mais c'est marrant, tu vois. Mais en gros, mais c'est que t'as le droit de vivre tes émotions mais en fait, endroit. J'ai eu l'impression d'avoir. Enfin, tu vois, d'avoir payé pour m'ouvrir et accepter, tu vois, cette faiblesse que j'avais et ce truc, tu vois. Et ce moment a été du coup libérateur pour moi. Et ça reste forcément gravé toute une vie, tu vois. Et souvent, je repense à ça, tu vois. J'arrive pas à trop me ressouvenir de la scène et tout, tu vois. Mais je sais juste le sentiment que j'ai ressenti, tu vois, de me dire... Putain, ça m'a vraiment fait du bien. Je sais pas trop ce que j'avais, mais ça m'a vraiment fait du bien. On va passer à la dernière question de l'émission. Un peu comme le principe le nom de l'émission, CTRL-Z, pour annuler, comme sur un clavier d'ordinateur. Si dans ta vie ou dans la société en général, il y avait quelque chose que tu souhaiterais refaire, annuler pour mieux refaire, qu'est-ce que ce serait ? Sur quoi est-ce que tu appuierais CTRL-Z ? Ouais, pour ma vie, je vais peut-être vous étonner, mais je ne ferai pas CTRL-Z parce que je pense que toutes les difficultés que j'ai eues, je vous ai partagé les différentes, l'immigration, le harcèlement scolaire, tout ça. Je pense que ça m'a amenée où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureuse. J'ai un super métier, un super fiancé, un super appart. Je vis dans une super ville. Donc, je pense que tout arrive pour une raison. Donc, je ne pèserai pas sur le CTRL-Z. En revanche, dans la société, et comme c'est... je pense que je parlerai de la question juste avant, c'est-à-dire je supprimerai le harcèlement scolaire ou en tout cas le cyberharcèlement, parce qu'il y a 15 ans, là, pour les personnes plus expérimentées comme nous trois, ça n'existait pas. Et j'ai l'impression, en tout cas, peut-être je me trompe, mais qu'il y a beaucoup plus, c'est ça, de suicides chez les jeunes ou de problèmes reliés à ça. Et que non, je ferai CTRL-Z sur le cyberharcèlement sans hésiter. Good. Et ben voilà. On peut pas dire rien contre ça, là. On est d'accord, je pense. Non, mais bien sûr. Cool. Si les gens veulent te suivre, voir tes différents projets, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, Louise? Ils peuvent me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Louise, _archichix. Parce que je suis une architecte et chic en même temps. Wow. Je suis modèle, je fais des concours. Et tu fais des jeux de mots. Voilà. Cool. Merci beaucoup, Louise. Donc c'est ça. C'était un plaisir de te parler. Merci à vous deux. Oui, c'était vraiment un plaisir d'apprendre à vous connaître aussi. Là. Merci pour vos partages également. Bienvenue. Et surtout, j'ai un projet architectural bientôt qui s'en vient. Je vais peut-être te contacter. Oui. Est-ce que ça te dérange pas si je te contacte ? Ton cabinet, il peut m'aider si j'ai un truc à faire ? Pourquoi pas ? Contacte-moi. On verra ce qu'on peut faire. Ok, nice. Merci beaucoup. Bonne chance avec tous tes projets. Puis merci. Merci à vous deux. Bye. Belle soirée. Bye. Bye. Cool.
Ouais, j'ai un truc à faire Ouais, c'est un truc à faire. dans une église. Projet Sketchy. top Sketchy, secret. ça, là. Mais c'est plus une église maintenant. C'est- Sketchier. Non, c'est plus une église maintenant, mais je vais en faire un truc bien et il faut du soutien. Ben oui. J'avais pas connecté les points. Ben regarde, en fait, c'est ça, l'émission, c'est notre réseautage. c'est Non, ça. mais nous, on fait ça. En fait, on fait une thérapie en public. On fait du réseautage en public. En fait, on s'est réservé 2 heures par semaine pour faire un truc et on s'est dit on va le faire avec des gens tant qu'à le faire. Hein. Tant qu'à le faire. Tant qu'à faire. Il est bientôt l'heure. On va terminer cette émission. Yeah. C'était vraiment très intéressant. Ouais, c'était très humain et très... c'est ça. Ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a fait du bien de Moi aussi. parler de sentiments. Carrément. Entre autres, on a parlé de... Non mais tu vois, c'est marrant parce qu'on a des invités plus politiques, on a des Ouais. invités plus vie quotidienne et tout, tu vois. Yeah. Et en fait, c'est étrange parce que tu te dis dans une discussion comment ça peut tourner, où Mhm. est-ce qu'on en est, Mhm. et en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours à creuser. Absolument. Tout le monde a une histoire, j'en suis convaincue. Et ben, il y en a avec lesquels je serais peut-être pas d'accord, mais je pense que tout le monde a quelque chose d'intéressant. Et ben, ça fait partie des choses qu'on découvre sur l'émission. Yes. Donc, merci Louise. Je vais faire le pitch comme d'habitude. On On devrait le faire en début d'émission Oui, parce qu'à la mais fin, je les gens, sais, ils écoutent plus. Je là. sais, ben, c'est correct, c'est pas Ah grave. bah là, il y a des gens qui écoutent, mais Donc, on a un Patreon. On va mettre quelques mises à jour dessus aussi parce que on veut faire quelque chose de spécial pour la dernière émission. Donc, il y a des nouvelles à venir là-dessus. Allez voir sur Instagram, on va partager des trucs. La dernière émission sera le vendredi 23 juin, mais on aura aussi une émission de debrief tranquille après, mais la dernière belle grosse émission, disons. Sera le 23 juin. il y aura des invités, Ouais. il se passera des choses. Voilà. Ouais, on va essayer de prouver qu'on a des amis dans la vraie vie. Shit. Non, c'est marrant. Patreon pour nous suivre, sinon sur Instagram. Vous Ouais. retrouvez cette émission et toutes les autres. Parce qu'on en a fait quand même une flopée cette année. Mhm. Sur YouTube, mais également en podcast, là où vous trouvez vos podcasts. Toujours le même, CTRL-Z, Mélo et Val, c'est nous. Si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez sponsorer la chaîne pendant un mois gratuitement. Comme l'a fait Alt aujourd'hui. Exactement. Prendre de l'argent de Jeff Bezos et nous en donner un petit peu. Je sais pas s'il a fait un Prime, je pense que... Ah non, c'est une vraie subscribe. Ah mon dieu, c'est legit. My God. Alt, t'es rendu à un niveau plus élevé, là, ok? Pété de ça. thunes. Pété de thunes, les gens. Non, ça nous permet de payer notamment Olga. Ouais, qui euh, est notre journaliste, basé en yes. Afrique. Yeah! ouais, au Il Cameroun. est trop cool. Franchement, on commence à avoir une relation vraiment Yeah. cool. En plus, c'est Shine. C'est vraiment nice. Et je pense que réunir l'équipe un jour, ça pourrait être un petit objectif. Il est 20h02, on va manger. Oui. On va passer une bonne soirée. Yeah. Les amis, nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de lutter contre le fascisme et contre toutes les formes de discrimination. Yes. Et oubliez pas de suivre notre compte peut-être dimanche parce qu'on va... On va peut-être faire un petit... Petite incursion en fascisterie. Bah, bref. Ok. Voilà. Merci Pour moi de la beaucoup. fierté. On vous aime. Yes. Et on se dit On à la s'aime semaine tous. prochaine. Salut Alt, salut tout le monde. Bye. Salut. Bye.